Bonjour à tous, je suis ravi d'être là parmi vous. Je vais essayer de parler un petit peu plus fort peut-être que par rapport au gargouillement qu'on pourrait avoir juste avant la pause déjeuner. Donc effectivement, comme l'a dit Aurélien, je vais vous parler justement de tests sur des projets analytiques. Et avant de commencer justement, il y a un énorme disclaimer que je dois vous partager. Il y a 6 mois, je savais tout juste épeler le mot IA et le mot agent. D'accord, donc je ne suis pas un expert IA. J'ai travaillé un petit peu justement pour pouvoir être présent devant vous aujourd'hui. Et donc tout ce que je vais vous présenter, vous êtes en capacité de le faire. J'ai été en capacité de le faire. Et je vous montrerai aussi justement les étapes qui vous permettront d'y arriver à la fin. La question, ça fait à peu près une vingtaine d'années que je travaille dans 15 ans dans la data, un petit peu plus si je triche un peu, avec cette phrase qui revient régulièrement: Jérôme, as-tu confiance en ces chiffres? Et qui, justement, n'a jamais tenté d'appuyer sur un bouton exporter vers Excel depuis un outil de BI pour aller vérifier les chiffres que l'équipe a développés, ou d'aller faire une extraction sur la base de données si vous avez plutôt un profil de technicien, technicienne, pour recalculer les chiffres et vous assurer que c'est correct, ou bien venir en réunion et dire « bah non, tu as montré ça dans les chiffres alors que moi j'ai calculé ça ». Ça prend pas mal de temps, ça crée un problème de confiance dans les chiffres, ça crée un problème de confiance justement dans les données que l'on affiche et dans les décisions qui sont prises, et avec potentiellement le risque que les décisions soient prises plutôt avec un sentiment plutôt que basées sur des données. Pour avoir un peu une idée, pour justement comprendre un peu qui est dans la salle, est-ce qu'il y en a justement des profils de Data Eng, Analytics Engineer ou Analyst? D'accord, un gros tiers, presque la moitié, ça marche. Et je vois qu'il y en a quelques-uns qui étaient présents dans la présentation, le talk qui est juste avant de Tarsana et Nelson. Les deux sont liés, mais c'est pas grave si vous n'étiez pas là juste avant, c'est pas un souci. Ça fait déjà quelques minutes que je parle d'analytics engineering. J'ai évoqué le mot. Peut-être que certains ne sont pas encore au courant ou ne savent pas exactement où se positionner. C'est un mot, c'est un peu le genre de mot qui va évoluer dans 2-3 ans. Il y a quelques années, on parlait de BI, maintenant on parle d'analytics engineer. Pour faire un parallèle, j'ai pris la métaphore un peu d'une rivière où justement les data eng vont récupérer l'eau des rivières pour les amener dans les tuyaux. Les analytics engineers vont s'assurer que l'eau qui sort du robinet soit potable. Et à la fin, les BI développeurs vont, eux, packager la donnée, savoir s'il faut livrer de l'eau en petite bouteille, en grande bouteille, en plastique, en verre, peu importe. Donc maintenant, on sait ce que c'est qu'un analytics engineer. L'idée semble aussi maintenant de comprendre un peu le toolkit. Alors forcément, en Analytics Engineer, on va travailler avec des bases de données. Cette présentation, il n'y a pas de lien commercial, donc je m'en fiche complètement de la base de données que vous utilisez, que ce soit Postgre, Snowflake, DuckDB, BigQuery, vous rajoutez ce que vous voulez. Plutôt, comme vous pouvez le voir, quand même plutôt des bases de type relationnel. Le terrain de jeu pour l'Analytics Engineer, ça va être DBT. Donc DBT, si certains d'entre vous ne connaissent pas l'outil, c'est l'outil qui est vraiment à la mode depuis quelques années. L'acronyme, c'est Data Build Tool, et qui permet principalement justement de transformer des données, de tester ces données. Et à la fin, justement, dans certains cas, pour certains Analytics Engineers, c'est de faire toute la chaîne et de pouvoir visualiser les données dans les outils. Alors, ça peut être les outils standards du marché qui sont affichés comme Power BI, Tableau, etc. ou des outils potentiellement peut-être un petit peu plus, confidentiels. Le contexte, justement, parce que l'idée de cette présentation, c'est que par la suite, je vous fasse une démo. Imaginez-vous, voilà, on est lundi matin, j'ai un café à la main et je vais démarrer un nouveau projet. J'ai reçu un email du client qui m'a donné accès à la base de données, et que justement je vais devoir auditer tout un tas de tables. Et ce qui serait important pour mon client, c'est que je puisse lui livrer un rapport qui puisse être aussi bien compréhensible par les équipes techniques que par les équipes métiers. Parce que souvenez-vous, si on reprend dans l'image du positionnement de l'analytics engineer, c'est d'être à la frontière un peu aussi entre les équipes très techniques et des équipes métiers pour comprendre justement leurs différents besoins. Et donc, je devrais produire un rapport sur de la documentation et de l'audit, audit de la qualité technique des données, l'audit des règles de gestion et des tests d'intégration. Ça fait quand même quelques années que je travaille, j'ai
je me dis qu'il y a peut-être 2-3 trucs que je pourrais peut-être automatiser, parce que si certains parmi vous ont déjà réalisé ce type de tâche, il y a quand même beaucoup de copier-coller, un travail intellectuel qui n'est pas toujours des plus stimulants. Et donc l'idée, moi j'aimerais bien justement d'automatiser un peu tout ça. J'ai pas envie d'un copilote, donc justement avec un comportement passif. J'ai plutôt envie d'avoir quelque chose qui est plutôt actif, un agent qui va être autonome et qui puisse s'exécuter, travailler tout seul en quelque sorte. Pour ça, il y a un point important, c'est que j'ai pas envie de faire évoluer ma stack technique. Jean-Baptiste Kempf l'a évoqué tout à l'heure. C'est bien justement si on ne met pas tous nos œufs dans le même panier, mais je trouve ça aussi intéressant de ne pas non plus trop démultiplier non plus aussi les outils dans la stack technique, parce que derrière, ça crée justement de la complexité pour orchestrer et organiser tout ça. Donc pour le coup, je suis resté sur quelque chose de très très simple, DuckDB pour la base de données, pour le calcul, DBT pour justement l'orchestration et la réalisation des tests, et évidemment Git pour pouvoir versionner tout ça et pouvoir le réutiliser facilement. Souvenez-vous, deuxième slide, je n'y connais rien en IA et en agent. Donc j'ai repris des cafés avec d'autres collègues qui, eux, cette fois-ci connaissent vraiment en IA et en agentique, et qui m'ont dit: franchement, tu prends Claude Sonnet 4.5, tu n'auras pas faux. Ça peut être, évidemment, on peut discuter des experts, mais là après je laisse des experts discuter entre eux, mais en tout cas Claude Sonnet 4.5 à l'époque, c'était très très bien, ça fonctionne très bien sur DBT, très bien sur SQL, ça le comprend très bien. Donc c'est avec cet outil-là que justement j'ai créé cet outil, cette démo. Évidemment, la démo, ça va durer quelques minutes, ça va vraiment être la partie émergée de l'iceberg. À peu près, il faut donc 6 minutes, et c'est de se dire qu'en dessous, il y a quand même plusieurs jours justement de mon côté pour pouvoir comprendre comment développer l'agent, faire l'architecture, le debug, faire du QA, parce qu'évidemment, vous le savez peut-être sans doute, les IA et les agents peuvent avoir des hallucinations, produire des résultats faux, et donc de s'assurer que le résultat qui sort soit correct. C'est bientôt. Donc pour ça, il nous faut un contexte. Pour pouvoir réaliser une démo, il nous faut des données. Alors le contexte, j'ai pris des données, une simulation de données de vente e-commerce, où c'est des choses qui sont relativement simples généralement à imaginer. On va avoir une table qui va décrire les produits qui sont vendus, une table qui va décrire les magasins, et une table qui va contenir justement les ventes qui sont réalisées. Certains d'entre vous ont déjà peut-être reconnu le fameux schéma en étoile où nos tables sont liées entre elles par les clés, que ce soit des clés primaires, les clés étrangères, c'est les PK et les FK. Évidemment, pour cette démo et pour pouvoir tester l'agent, j'ai introduit volontairement justement des défauts dans les bases, avec notamment des doublons, des valeurs nulles et des clés orphelines. Et encore une fois, n'oubliez pas, la mission de l'agent, c'est bien de produire un rapport qui soit compréhensible par tout profil pour avoir une meilleure confiance dans les données et dans les résultats qui seront présentés. On a parlé, j'ai évoqué le mot d'hallucination. Effectivement, il y a peu d'hallucinations dans la démo et dans l'agent que j'ai développé, et c'est là pour deux raisons. Premièrement, il y a la boucle React qui est une boucle de raisonnement et d'agissement avec les trois étapes, think, act et observe. Et donc l'idée, c'est donc l'agent, quand vous allez lui donner un prompt, une instruction, il va donc penser, agir et observer le résultat. Et en fait, l'idée d'itération, c'est-à-dire qu'il va répéter ces trois étapes tant que justement le résultat ne convient pas à l'instruction que je lui ai commandée. Alors dans le cadre de la démo, le nombre d'itérations, justement, elle a été capé complètement arbitrairement à 25. J'ai commencé à 15, puis après, en fonction des résultats qu'il sortait, j'ai dû justement ajuster ce nombre d'itérations, et 25 était un bon compromis sur justement la qualité des résultats et le temps qu'il met justement à sortir les résultats. Il y a la question, évidemment, quand on parle d'agents et d'IA, de la confidentialité, de la sécurité. Ce que va voir l'agent, c'est bien le schéma de la base de données, il va voir des fichiers DBT, il va voir des logs d'erreurs. Et donc, en aucun cas, l'agent va faire un select étoile sur la base.
Le select étoile, c'est le fameux coup où justement on vient requêter l'intégralité de la base, ou du moins une partie de la base pour savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc l'agent, en aucun cas, ne verra les données qui sont présentes dans la base. Et donc maintenant, c'est le moment de se lancer justement dans la démo. Et donc je vais appeler, alors avant de lancer justement la démo, pour vous montrer, donc je suis dans mon IDE, qui est VS Code. Est-ce que c'est mieux si je fais même comme ça? Ce sera peut-être même encore un petit peu mieux. Où donc on va avoir ici en fait notre agent qui va être avec différents scripts Python. Et justement là dans notre fichier agent, c'est là où il va y avoir justement tout le système prompt que je vous montrerai quand justement il va s'exécuter. Le script Python pour justement générer le rapport. Alors, il y a forcément, comme c'est une démo, j'ai besoin de faire un reset de temps en temps. Et les outils, c'est cette capacité à justement pouvoir lire, écrire, lancer des tests, lister les fichiers et lancer des tests DBT. Ici, on a nos modèles. Là, il y a justement les modèles DBT. Les différents rapports qui seront générés et les tests que justement l'agent va écrire. Et là, ici, à ce niveau-là, on a notre base de données. Justement, je vais appeler mon agent. Et ce que je vais faire, c'est justement, en appelant mon agent, il va justement me demander, savoir, si vous vous souvenez, donc, il y a 4 niveaux de tests qui sont demandés. Il y a le niveau 0 qui va être la génération et l'enrichissement justement de la base de données. Donc forcément, moi je vais lui dire c'est le niveau 0 on va commencer par le niveau 0. Et comme vous pouvez le voir, en fait, dès le premier instant, on va pouvoir voir, si la souris veut bien marcher, voilà, que l'agent pense, et donc il me dit je vais t'aider à générer des fichiers sources enrichis à partir de l'introspection de la base de données. Commençons par analyser le fichier. Et donc là, il va aller lire le fichier, et c'est bon, il a bien accès au contenu de la base. Et là, après, on peut voir justement qu'il est en train de travailler, il travaille de son côté. Et pendant qu'il travaille de son côté, justement, ici, je vais pouvoir vous montrer le prompt que je lui ai donné. Où justement je lui explique qu'il est un Data Quality Agent, c'est son petit nom, je n'ai pas été très inventif, et sa mission donc générer des fichiers sources enrichis à partir d'une introspection de la base de données. S'il y a des experts DBT dans la salle, vous pourriez très bien me dire qu'il y a justement des packages DBT qui permettent déjà d'enrichir naturellement la base de données. Mais là, l'idée, c'est d'aller plus loin et d'enrichir ces descriptions et que les descriptions soient encore plus simples. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà fait de l'audit de base de données. Quand il y a 0 documentation, c'est un peu la tannée. Et donc là, il a des différentes étapes qu'il doit suivre. Donc la lecture et l'introspection, l'enrichissement. Et je lui explique justement dans cette phase d'enrichissement, justement, je lui donne quelques exemples pour qu'il puisse comprendre justement des ID, ce que c'est qu'un ID, ou comment reconnaître une date ou un horodatage, et ce genre de choses. Comme vous pouvez le voir, chaque fois, les exemples que je lui donne, c'est des exemples qui sont assez génériques. Il n'y a rien qui est spécifique à mon projet. L'idée étant de pouvoir justement réutiliser cet agent sur d'autres projets. Quand on regarde justement... quand on regarde justement ici, justement ce qu'il est en train de faire, c'est une façon plus synthétique de voir ce qu'il est en train de faire. C'est bien d'avoir donc une documentation complète avec des tests de base. À la fin, en fait, notre agent, je vais regarder où est-ce qu'il en est et voir s'il a terminé. Non, il mouline toujours. Donc ce que je vais faire, pour éviter le blanc, je vais vous montrer justement, j'avais au cas où l'effet démo. Et j'avais justement préchargé des rapports, les rapports qu'il va générer. Et donc là, on voit justement, c'est ce fameux rapport qui normalement doit être accessible donc, à tous et compréhensible par tous. On a donc c'est bien le niveau 0. Là, dans ce cadre-là, il a fait 11 itérations et il a pris 31 actions. On retrouve là ici le journal d'exécution. Alors, si jamais il y en a qui veulent s'amuser à le lire, dire c'est tout à fait possible. Vous pouvez vous faire. Par contre, après, là, il y a quelque chose d'un peu plus lisible, justement, pour le rapport à destination des métiers, et qui nous dit qu'il a bien généré avec succès un fichier source enrichi à partir de l'introspection de la base de données. Et donc, il a bien reconnu, justement, les différents, donc le schéma traité, les tables qu'il a pu identifier, et indiquer, justement, tout ce qu'il a pu faire.
et qu'il a bien détecté effectivement les relations entre les tables. Donc ça, c'était un peu justement notre premier niveau. Le temps que je te dise, voilà, il a pu générer le rapport. Et si je relance maintenant, si je demande, justement, on passe à la deuxième étape, ça va être donc de générer les tests de qualité sur les sources. Si vous vous souvenez, quand j'ai présenté la démo, l'idée c'est que j'avais justement introduit des problèmes dans les données, des doublons, des valeurs nulles, etc. Et donc lui, l'idée c'est qu'il puisse récupérer donc justement le modèle source et de trouver les bugs cachés pour ensuite justement pouvoir auditer, faire une analyse, faire des recommandations, mais en aucun cas, durant cette étape, il va créer des fichiers. D'accord ? Il va simplement exécuter des tests. Donc à nouveau, si je regarde, donc là il est toujours, vous voyez, sur sa 7e itération. Si je regarde dans le système prompt pour vous montrer ce que je lui ai donné, donc à nouveau, tu es expert en Analytics Engineering et en test de qualité de données avec DBT. Tu es autonome et méthodique. Ta mission, auditer la qualité de données sources et générer automatiquement les tests DBT appropriés. Et donc là, justement, il doit lister des fichiers et il va lire chaque fichier, etc. Et justement, avoir préparé les tests. Et donc là, justement, il détecte tout ça. Et au niveau, donc là, il mouline toujours. Et au niveau des résultats, quand je regarde le rapport, l'objectif, c'était bien la génération automatique de tests de qualité. C'est bien le niveau 1. Là, cette fois, il était au maximum du nombre d'itérations que je lui avais donné, 25, et il a pris 66 actions. On a à nouveau notre journal d'exécution et le rapport final qui est beaucoup plus compréhensible en me disant, voilà, il a analysé les différentes variables et il voit bien que pour certaines d'entre elles dans la table de vente, il y a quand même des problèmes. Il a correctement justement identifié toutes les erreurs que j'ai pu lui proposer, que j'ai pu introduire initialement. Et donc à la fin, lui, ce qu'il me propose justement une stratégie d'enrichissement. Donc le fichier a déjà des tests bien structurés et lui, il va en ajouter uniquement les tests manquants. Donc maintenant qu'on sait qu'on a d'un point de vue qualité de données, d'un point de vue technique, l'idée étant maintenant de passer sur la règle de gestion. Sur les règles de gestion, peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà fait, on peut déterminer une règle de gestion, peu importe, imaginez ce que vous voulez. Dans notre cas ici, en fait, la règle de gestion, c'est justement qu'un taux de réduction doit être compris entre 0 et 70%. Quand vous faites justement de l'analytics engineering ou justement de la BI, dans le mot de l'ancien temps, quand on doit tester, la combinatoire à tester est quasiment impossible entre la quantité de filtres qu'on va avoir, les données qu'on va avoir. Justement, la combinatoire est bien trop importante. Et donc, on doit sélectionner, on doit identifier, imaginer quelques tests pour pouvoir valider que les données sont bonnes. Lui, l'intérêt justement de cette agence, c'est qu'il va tester, il va générer énormément de tests d'un coup, et il va pouvoir aussi générer des tests sur des valeurs extrêmes ou des valeurs aberrantes. Quand justement, on regarde sur le troisième volet, ce sont bien les tests unitaires, et il va se baser sur le modèle staging pour tester ses règles de métier. Et donc lui, il doit bien identifier la règle métier et générer ensuite des cas extrêmes. Si je regarde pour voir où est-ce qu'il en est, non, il mouline toujours. Donc à la limite, je vais l'arrêter et vous montrer justement dans le rapport de niveau 2, donc si je le reprends tout en haut, on a justement l'analyse des règles métiers et la génération des tests unitaires. Là, cette fois, il a réalisé, lorsque j'avais fait tourner 20 itérations pour 53 actions. Et là, justement, son rapport, j'ai un rapport complet qui me dit que la validation, il a bien correctement identifié la description, c'est valide que les remises sont comprises entre 0 et 70%. Donc ça, il a bien identifié la règle de gestion que j'avais intégrée. Et lui, il détermine également le calcul du chiffre d'affaires, la catégorisation des ventes. Donc tout ça, il le trouve tout seul. Et derrière, voilà tous les tests que justement lui, il a pu générer automatiquement tout seul. Donc maintenant, essayez juste 2 secondes d'imaginer le temps que vous mettriez à lister et à créer l'intégralité de ces tests à la mano. L'agent va un chouïa plus vite que vous.
Et pareil, à nouveau pour les règles sur le net revenu, il en a inséré un paquet, il a testé beaucoup de cas. À la fin, et c'est là aussi justement qui est intéressant, c'est le niveau de confiance très élevé, les règles métiers sont robustes et gèrent correctement tous les edge cases testés, y compris les cas les plus tordus. D'accord. Donc c'est en ça aussi où on peut justement restaurer de la confiance entre justement les métiers et les équipes de développement. Bon, là on était toujours encore dans le modèle staging, l'idée étant maintenant de tester l'intégration et qu'il y ait bien une cohérence entre notre modèle staging et notre modèle MART, en quelque sorte en production. Dans justement le dernier prompt, le dernier système prompt, donc c'est voilà ici, créer un test d'intégration pour détecter les régressions dans la chaîne de transformation. Et donc c'est bien de s'assurer. Donc les risques principaux, c'est des jointures qui vont créer des lignes en trop. Et donc justement, si on fait une somme sur justement il faut que les sommes entre les deux bases puissent être cohérentes, de s'assurer qu'il n'y ait pas de suppression de lignes et qu'il n'y ait pas justement des métriques qui ne correspondent pas entre les différentes couches. Et à nouveau, il a toutes les étapes à suivre qu'il va devoir réaliser. Ça correspond donc bien à notre dernier test et avec le rapport, avec comme objectif, encore une fois, le rapport de validation complet de notre agent. Quand justement, alors voyons où est-ce qu'il en est, il en est à la 12e, bon, je vais le laisser mouliner, mais je vais vous présenter justement le dernier rapport. Et donc là, l'objectif, à nouveau, il nous l'écrit bien, quel était l'objectif, donc de tester l'intégration et la régression, le journal d'erreur, on voit que là, il y a eu 14 itérations et 36 actions, le rapport d'erreur, et on a bien des tests d'intégration réussis. Les modèles comparés, les résultats détaillés, on voit bien qu'il y a une équivalence sur le net revenu entre le staging et la MART, il n'y a aucune différence. Le nombre de lignes, c'est bon, et le nombre de ventes uniques est bon. Et donc, résultat, cohérence parfaite. Et donc là, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'à la fin, sans que je lui ai demandé, il m'a proposé automatiquement en fait, des recommandations. Donc d'intégrer dans la CI/CD, justement, d'inclure ce test dans la pipeline de développement, éventuellement d'insérer un seuil d'alerte pour savoir si justement une alerte doit être lancée. Si je reviens donc en résumé de tout ce qu'on vient de voir, on a des tables qui pouvaient être sommairement documentées avec DBT. Maintenant, on a des tables qui ont été clairement enrichies et donc qui peuvent faciliter justement la passation entre différentes équipes. La qualité du code d'un point de vue, la qualité des sources d'un point de vue technique est suivie. On a bien justement les erreurs qui ont été identifiées. Des règles métiers, l'agent a bien trouvé tout seul les règles métiers et a pu tester différents cas automatiquement. Et à la fin, le fameux test d'intégration qu'on vient juste de voir, s'assurer qu'il y a bien une cohérence entre les bases. L'idée, si on prend maintenant un petit peu de hauteur par rapport à ce qu'on vient de voir, initialement, quand justement on doit faire ce type de test, il y a beaucoup de copier-coller dans des fichiers YAML, ce qui n'est pas forcément, encore une fois, ce qui est des plus stimulants intellectuellement. Derrière, il faut réparer aussi des rapports, c'est pas non plus ce qui est de plus stimulant. Et il y a un côté où on vient subir la qualité des données. L'idée étant de transformer ça et justement de passer de ce temps gagné, de passer du temps sur la réflexion, pour optimiser comment optimiser le modèle et comment aussi former les équipes pour que aussi peut-être que d'autres équipes, peut-être un petit peu moins techniques, puissent s'emparer de ce type d'outils et le déployer de leur côté. Évidemment, vous pourriez me dire, est-ce que j'ai eu un ROI sur ma démo? La blague, évidemment, non, jamais de la vie, puisqu'effectivement, si j'avais dû faire ça naturellement, ça m'aurait pris une semaine de le faire à la mano. Je vous ai dit que ça m'avait pris à peu près une semaine pour développer l'agent, donc évidemment, le ROI, il est nul dans ce cas présent. Mais gardez en tête que l'idée, c'est que l'agent qui était développé, il n'est pas spécifique à la table, au contexte. L'idée étant qu'il puisse être vraiment déployé dans d'autres systèmes, dans d'autres cas d'usage. Si on prend encore un peu plus de hauteur, justement sur l'évolution maintenant du métier d'analytics engineer, les dates évidemment sont complètement arbitraires, les ratios métier tech sont complètement arbitraires,
Mais en fait, le message étant que, justement, initialement, le métier d'analytics engineer, il y avait forcément une compréhension métier qui était requise, mais avec quand même beaucoup de temps passé à écrire du code SQL, du YAML, et que finalement, on avait peu de temps à passer sur l'aspect métier. Alors que justement, avec l'évolution, on a pu obtenir presque en quelque sorte un 50-50, je dirais, l'année dernière, où on avait un agent qui pouvait gérer le boilerplate. Mais l'idée d'être dans le futur, et c'est ça qui serait peut-être bien, alors c'est peut-être encore une fois caricatural de se dire que l'analytics engineer va passer 90% de son temps sur de la compréhension métier et uniquement 10% sur la valeur tech. Mais l'idée, c'est vraiment bien que, encore une fois, que les équipes techniques puissent se rapprocher des métiers, qu'elles aient une compréhension justement métier de ce qui est demandé. Et c'est pour ça que, allez, c'est peut-être un vœu pieux, mais de se dire qu'il y a peut-être une évolution aussi de la terminologie du métier d'analytics engineer, de passer à analytics product engineer, pour avoir vraiment cette dimension métier qui soit partie intégrante de notre métier. S'il y a 3 choses que j'aimerais que vous reteniez à l'issue de cette présentation, c'est justement le côté d'essayer d'automatiser au maximum le répétitif. Parce que, encore une fois, c'est pas ce qui va être le plus engageant pour les équipes, c'est pas forcément ce qui va les motiver le plus. De temps en temps, ça fait du bien au cerveau, le répétitif. Ça vous permet de s'évader. Mais ce qui est quand même pas ce qui est le plus stimulant. Donc, gardez le temps que vous allez gagner, essayez de le réinjecter dans de l'innovation ou dans de la maîtrise. Il y avait justement cette dualité qui était évoquée ce matin entre la maîtrise et l'innovation. Mais justement, investissez-le de ce côté-là. Dans ce que je vous ai montré, souvenez-vous encore une fois, je ne suis pas expert IA et il n'y a pas eu de magie. Il y a juste eu de l'ingénierie qui est auditable, qui est reproductible sans aucun problème. Il y avait aussi cette fameuse phrase, et pour le 3e point, c'est que nos métiers évoluent. Le meilleur moment d'y commencer, c'était hier. Le 2e meilleur moment, ce serait aujourd'hui, évidemment. Donc ça va être peut-être la phrase un peu tarte à la crème, mais qu'on va entendre à toutes les présentations aujourd'hui. Mais vraiment, l'idée, c'est de s'y mettre. Le plus difficile, c'est de se lancer. Mais Claude et ses amis sont là pour nous aider. Merci beaucoup.